Pourquoi vous avez ces pompes? Ces pompes, c'est mes baskets. Et lui, vous l'avez reconnu, c'est Christian Clavier. C'est ignoble. Ça n'a aucun chic, c'est immonde. Des très grands pieds en plus. Ouais. C'est pas harmonieux, quoi, vous voyez, parce que c'est des gros pieds et des grands pieds dans des pompes immondes. Avec Christian Clavier, on a discuté de plein de choses. Son métier de comédien, son passage chez Lloris Giuliano, Pierre Ninet. Ninet, il est très très bon en comédie. Jonathan Cohen. C'est un tout petit peu un télo pour moi, Jonathan Cohen. Quentin Dupieux. Le premier film, c'est formidable. Le deuxième aussi. Après, c'est toujours sur le même... Qu'est-ce que vous jouez? Je joue une porte. Un bouton de porte, hein, ce qui est différent. Cette discussion s'est tenue à l'occasion de la sortie en salle du Routard, son dernier film réalisé par Philippe Mechelin, avec Hakim Djemili dans le rôle principal. Tintin. Yann Tintin. Dis-le dans l'ordre, mon grand, parce que t'es pas James Bond, t'as juste le nom d'une tarte aux pommes, toi. C'est vrai. Oui. Vous l'aurez deviné, c'est une comédie. Yann, tu m'as menti. Pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne de Brut. Et pour l'interview d'Aymeric avec Christian Clavier, c'est maintenant. Prenons Les Visiteurs, un film que tout le monde a vu. Le fameux OK, comment on en arrive à ça? C'est très simple, c'est très simple et très compliqué. C'est-à-dire que nous avions eu un producteur qui nous a quittés d'ailleurs, parce qu'il n'a pas voulu faire le film, parce qu'il n'a pas compris. Quand on avait écrit OK, il avait dit « Dites donc, vous auriez pu vous fouler plus sur les dialogues. » Ah ouais? Le mec avait la vista. Bon. Parce qu'il n'a pas compris, puis comme il ne lisait pas les situations, il ne lisait que les dialogues éventuellement drôles ou pas drôles, ou drôlatiques. Il ne comprend pas que ce que comprend Jaco, il a fripouille, qui est un serf, qui est un valet, il se trouve dans le monde moderne et il s'aperçoit que dans le monde moderne, il est beaucoup plus libre, qu'on le considère, qu'il a une existence. Et dans ce monde moderne, les gens passent leur temps, quand ils sont d'accord, à se dire « OK, OK ». Et donc pour lui, c'est la clé. Le hockey est la clé du monde moderne, la clé de sa liberté. Est-ce qu'au moment où vous l'écrivez, est-ce que vous imaginez que ça va être repris dans les cours de récréation? Non, ça, Dieu merci, on ne s'imagine pas ça, parce que sinon... Il n'y a pas un instinct où on se dit ça marche, ça c'est drôle? Non, mais bien sûr que c'est drôle, on le voit. Jean-Marie a eu un doute, parce que justement, comme on avait des problèmes de financement sur ce film, il n'y avait pas beaucoup d'argent, il y a un moment le film devenait un peu long, et donc il y avait une pression des financiers pour nous dire « coupez ». Bon, et donc il s'est dit « est-ce que je coupe ça ou pas ?» Parce qu'il avait eu un doute par rapport à ce qu'avait dit l'autre andouille. Et donc il va voir sa monteuse qui était en train de monter le film. Et il lui dit qu'est-ce que tu penses du hockey? Et elle lui fait mais c'est simplement inénarrable. Et il a dit ok, on n'y touche pas. Ça a tenu à peu de choses finalement. Mais ça tient à peu de choses les films. J'ai lu d'ailleurs que en fait, Jean-Marie Poiret il a sorti un livre récemment où il revenait un peu sur toute sa carrière, il a fait des interviews, et il a dit qu'en fait les visiteurs, il n'y a que vous qui croyez. C'est vrai ça? Il n'y avait que vous qui y croyez? Oui, enfin lui et moi. Hein. Nous deux, oui, nous deux. Mais c'est terrifiant si on écoute ça, c'est-à-dire que c'est quand même... Non, c'est la vie du cinéma. C'est la vie du cinéma, il faut être certain de ce qu'on fait, et parfois on a raison, parfois on a tort, mais on est possédé par ce qu'on fait. Et on le connaissait. Moi, il m'a présenté une histoire qu'il avait écrite quand il avait 18 ans, une histoire très très triste, mais fantastique. Et il m'a dit, est-ce que tu crois qu'on peut en faire une comédie? Ben, j'ai dit, je crois, oui, allons-y. On est parti, on a pleuré de rire en écrivant le scénario, donc évidemment, on y croyait. Est-ce que pour vous, ça fait sens de parler de comédie française? Parce qu'on parle d'humour belge, on parle d'humour britannique, mais c'est quoi l'humour français? L'humour français, moi je trouve que nous sommes... le comique de situation, de dialogue, ce qu'on appelle l'esprit français, et d'arriver à faire rentrer une partie de la vie qu'on traite en comédie, il y a les Italiens et les Français. Voilà, nous sommes cousins germains là-dessus. Les Italiens sont extrêmement forts avec la Commedia dell'arte. D'ailleurs, la troupe de Molière est une troupe italienne. Et le cinéma italien qu'on a adoré, moi Dino Risi et Ettore Scola, pour moi, n'ont rien envié à Scorsese ou à Coppola. Je trouve que la comédie parle du réel, pour être clair, et que les Italiens sont capables de faire ça. On a été très très influencés par ce cinéma-là, et on aime ça, et on aime cette dimension-là. Donc elle arrive, il y a un mort dans Les Bronzés, tout le monde l'a oublié, mais Creton meurt. Le Papy Fédérisant se passe avec la Gestapo qui est pas loin. Junio est une ordure de la Gestapo, il est tout à fait digne de la Combe Lucien, de la Combe Lucien police allemande. Hein, donc on a toujours pensé que les grands sujets pouvaient faire... Les Visiteurs, c'est un film sur la descendance. Est-ce que vous ressemblez à votre arrière-grand-parent? Si vous trouvez une photo ou un tableau, et que vous mettez la même coiffure que lui, vous allez lui ressembler. En fait, vous n'avez pas tellement bougé, en fait. Dans Cocorico, c'est très intéressant, le rapport de classe. Il est là tout le temps. Il est très important pour l'auteur. Et donc, il se joue. Et il représente quelque chose pour les spectateurs.
Et je trouve ça très intéressant. Donc les gens qui pensent que, un, c'est facile de faire de la comédie, deux, que ça ne veut rien dire, sont fort étranges. Ce qui est absolument affligeant aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où on a un sujet sérieux et nécessaire, le film est bien. C'est faux. Comment est-il traité? Si c'est Kubrick, c'est absolument magnifique. Si c'est Tartampion qui vous ennuie pendant 1h30, c'est pas parce qu'il dénonce tel type de choses à dénoncer que le film est intéressant. C'est faux. Chez vous, on a le sentiment qu'il y a quelque chose de très français, mais en y réfléchissant, je ne sais pas. Parce que, par exemple, vous avez beaucoup bourlingué, j'ai même entendu que vous disiez que vous étiez un enfant de la mondialisation, qu'en fait... Tout à fait. Je ne sais pas dans quelle mesure vous vous sentez français, est-ce que vous représentez un esprit français? Comment vous situez? Oui, la culture française et l'esprit français, bien sûr. L'esprit de Jean Poiret, l'esprit de Michel Serrault, l'esprit de Molière, l'esprit de Feydeau. L'esprit de Feydeau, c'est simple. Vous avez dans le fil à la patte, au début, on parle d'un type qui s'appelle Ignace de Fontanet. Tout le monde dit, mon Dieu, ce qui sent mauvais. Oh, vous êtes méchant, il ne ferait pas de mal à une mouche. Ça dépend à quelle distance il lui parle. Et on sonne, et on fait Monsieur Ignace de Fontanet. Le mec rentre et vient de parler à 2 cm. Et là, tu te retournes au public et tu fais, et simplement sur un regard, la salle est par terre. C'est absolument d'une méchanceté extraordinaire. C'est-à-dire que Mondi nous disait avant, quand on a commencé à répéter cette pièce avec Villeray, il nous a dit, vous allez interpréter des personnages avec lesquels vous ne dîneriez pas, qui sont sans pitié les uns avec les autres. Donc c'est un vrai rapport social, c'est pas qu'une mécanique de rire, ça décrit un monde et des rapports dans ce monde, donc on parle de la nature humaine, donc c'est passionnant. C'est quelque chose, moi j'ai le sentiment qui vous caractérise, c'est que jamais vous cherchez à sauver votre personnage, ou vous êtes dans le personnage. Il faut aller au bout de son personnage. Ouais, mais du coup j'ai le sentiment qu'il y a un effet qui n'est pas de votre fait, mais j'ai l'impression que les gens vous confondent avec vos personnages. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Ils se disent Christian Clavier, c'est le... Ils ont pensé que c'était Jacot, ils ont pensé que c'était Claude Verneuil, ils ont pensé que c'était Napoléon, ils ont pensé que c'était Jérôme des Bonzés, bien évidemment. Mais moi, c'est rien de tout ça, ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot, c'est tout. Quand on ne vous confond pas, c'est que vous avez mal joué. Ouais. Pardon. Bien sûr. Les gens ils me disent bah oui c'est un bourgeois de droite parce qu'ils vous ont vu dans les derniers films, mais en fait Jacouille c'est pas du tout un bourgeois de droite. Bien sûr. Et ça, dans le prochain film Dans le million que je joue avec Ryan Bensetti, je joue un serrurier qui est totalement dominé par un jeune loup du BTP. Et vous en foutez que les gens aient cette image de vous qui est fausse? Moi, c'est passé le cap, quoi. Non, c'est pas que j'ai passé le cap. Comment vous dire? Je ne me regarde pas jouer. Je ne regarde pas. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Si vous voulez, d'abord, je suis extrêmement discret, particulièrement peu disert. Donc personne ne sait véritablement ce que je pense ou qui je suis. Sur cet esprit français, il y a un bon exemple quand même. C'est quand vous avez fait le remake des Visiteurs aux États-Unis où vous jouiez avec. Et ça n'a pas trop marché, quoi, en tout cas d'un point de vue. Non, parce que les Américains l'ont bousillé, ils sont incapables de faire ça. Le type qui a écrit le film qui était John Hughes, et Breakfast Club et Home Alone, un jour arrive et me dit voilà, ça ne va pas être possible que vous ayez les dents pourries. Et je lui dis mais pourquoi, John? Il me dit notre public ne l'acceptera pas. Et je lui dis alors le film est foutu. On n'arrive plus du Moyen-Âge, c'est fini, c'est terminé. Ils n'ont pas compris. Quand ils font le remake, c'est Nora Ephron, elle est très très bonne. Hein. Nora Ephron, c'est Wanari Matsali. Ils font le remake du Père Noël est une ordure. Ça s'appelle Mixed Nuts. Je vous incite à le voir, vous allez voir une grosse daube. J'ai pas vu. Hein. Ils n'ont rien compris. Personne La première des choses qu'ils ont fait dans l'adaptation, c'est de faire que ça se passe à Los Angeles le soir de Noël. C'est qu'il y a l'erreur fondamentale. Comment vous refusez les gens? Quand il y a de la neige dehors et qu'il fait très froid et que quelqu'un vous dit est-ce que je pourrais rentrer passer un tout petit moment avec vous, vous avez tendance à ouvrir facilement. Quand il fait 18... Donc ils ne comprennent rien à l'humour, les Américains. C'est un pays... Il y a des comédies quand même qui sont pas mal, des comédies américaines, non? Je ne suis pas un fan du tout. C'est overplay. Ah ouais. C'est très overplay. Qu'est-ce qui vous fait marrer, vous, comme comédie, aujourd'hui, là Il y a plein de comédies. Si, il y a un truc très réussi américain aujourd'hui qui est The White Lotus. Ah, dernière série. Voilà, ça, en série. Ça, c'est remarquablement bien foutu. C'est-à-dire que quand même, dans l'épisode 4 là, de la série 3... Bon, là, on a coupé parce que Christian Clavier spoilait complètement l'épisode. Ça me régale, ça. Et comme... Je vais regarder ce soir l'épisode du lundi, parce que c'est l'épisode 5, et ça me plaît de voir quelles sont les nouveautés de l'épisode 5. Julien Hervé regarde ça comme moi, celui qui a écrit Cocorico. Oui, voyez Cocorico. Donc on se retrouve là-dedans. Je sais pas comment vous dire, c'est un régal à jouer.
Et chez les Français, qu'est-ce qui vous fait rire dans le cinéma français? J'ai adoré tous les gens qui m'emploient, je me régale avec eux. De Chevron, la première lecture de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, honnêtement, c'est Le Voiturier, c'est étourdissant. Hein. C'est facile à jouer. Hein. C'est notable, et d'ailleurs ça a été souvent dit dans vos interviews, effectivement, vous transmettez, vous jouez avec des jeunes générations, etc. etc. Mais je me suis dit qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs assez populaires aujourd'hui, comme Pierre Ninet, Adèle Exarchopoulos, Jonathan Cohen, tout ça. Et on ne vous a jamais vu avec eux. Et en préparant cette interview, je me dis ça me ferait quand même marrer d'avoir un duo. Ninet, il est très très bon en comédie. Donc lui, je pense que ça serait tout à fait intéressant. Ah ouais? Pierre Ninet et Christian Clavier dans un film, c'est vrai que ça serait... Lui, il est à pleurer de rire, il a beaucoup de... Je dis pas que les autres n'ont pas de talent, mais il y en a certains... Si vous voulez, les gens qui sont très très branchés sur leur narcissisme, c'est très compliqué pour eux la comédie. Delon m'a jamais fait beaucoup rire, pour être honnête. Bon, voilà. Et Pierre Ninet, qu'est-ce qui vous plaît chez lui? J'avais vu sa série avec le metteur en scène qui est dépassé, là, Fiasco. Alors il y a eu Fiasco, il y a Casting... C'est à rouler. C'est très bon. Ouais. Ok. Et donc Pierre Ninet, Jonathan Cohen, ça c'est des gens qui vous... C'est un tout petit peu un télo pour moi, Jonathan Cohen. Ah ouais? Parce que c'est vrai c'est assez intéressant que vous... Jérôme Commandeur, formidable. Il y a beaucoup de comédies qui effectivement sont un peu un télo. Je ne sais pas comment dire les choses. Cérébral, un peu cérébral. Est-ce que ça... se regarde un peu jouer. Ouais. Vous, personne va dire vos comédies sont cérébrales, vos comédies font... Non, mais moi, je ne suis pas du tout narcissique. Dans les acteurs et les actrices, vous avez une frontière très importante entre les narcisses et ceux qui ne le sont pas. Il y a les deux, qui ont tous du talent. Hein. La question n'est pas d'opposer l'un à l'autre ou de dire l'un c'est mieux que l'autre, mais c'est complètement différent. Et comment vous le reconnaissez entre les narcisses et les non-narcisses? C'est-à-dire que vous allez au bout des rôles et vous ne vous faites pas de cadeaux, et les autres se font toujours des cadeaux. C'est impossible de ne pas avoir la bonne coiffure, vous voyez. C'est impossible que Redford n'ait pas la mèche. D'accord. D'accord. Hoffman, il a une tête stupéfiante dans Redman. Tu vois, voilà la différence des deux. Je comprends. Voilà, après tu choisis. Et quelqu'un comme Quentin Dupieux, je me suis posé la question, qui a un univers très barré. C'est trop un télo ou pas pour vous? C'est un petit peu un truc, je trouve. Ouais. C'est une façon polie de dire pas forcément, quoi. Le premier film, c'est formidable, le deuxième aussi. Après, c'est toujours sur le même... Ça devient un gimmick, quoi. Oui, c'est un gimmick, voilà. Qu'est-ce que vous jouez? Je joue une porte. Un bouton de porte, hein, ce qui est différent. Bon. Un pneu. Un pneu, j'adorerais. Ouais. Parlons juste des plateformes. Vous savez que maintenant, les gens ils regardent les films en x2 ou x1,5. Netflix est plafonné à x1,5. C'est-à-dire on ne met pas en vitesse normale, on met en vitesse 1,5, plus rapide. Ah, d'accord. Comme ça, le film d'une heure et demie, il dure 30 minutes. Souvent, sur Netflix, ça vaut pas plus. Hein. Ouais. Oui. Mais est-ce que ça change la façon de faire des films, ça? De toute façon, j'ai toujours pensé, moi, que avoir du tempo et du rythme dans les films était important, car les gens regardaient tellement de films qu'ils ont incroyablement, ils devancent les histoires. Donc, le problème des films qui ne sont pas des chefs-d'œuvre absolus, et même ceux qui en sont d'avant, qu'on voit de temps en temps, c'est le rythme qui est trop lent. Donc vous avez compris ce qui va se passer pour les personnages avant même qu'eux ne commencent à le jouer. Donc c'est un peu dommage. Maintenant, il ne faut pas être non plus dans un truc frénétique tout le temps parce que c'est pénible. Mais j'allais dire que vos films à vous, les Visiteurs par exemple, qui datent de 93, hein, je crois, en fait, on ne le mettrait pas en 1,5 parce qu'il est rapide. En fait, le rythme... Oui, mais on a toujours pensé, nous, qu'avec un rythme rapide, avec Jean-Marie, c'est ça qui permettrait aux gens de voir le film 2 fois. Parce qu'il y raterait des choses. Je crois que Jean-Marie Poiret avait cité Capra, j'ai lu son autobiographie. Oui, Capra disait toujours, après une très très bonne prise, après un certain nombre de prises, très bonne prise, il disait c'est formidable, elle est géniale. Et écoutez, on va la refaire, mais en 20 secondes de moins. C'est ça. Et il écrit dans son autobiographie, il dit qu'en fait, il s'était rendu compte, en assistant au film dans les salles de cinéma, que quand il y avait plein de gens autour, le visionnage... Les gens comprennent... Ouais. Non, les gens comprennent plus vite. C'est ça. Les gens comprennent plus vite. Et donc, Parce que vous êtes porté par la salle, ça vous est arrivé. Ouais. L'émotion vient plus vite. Et donc, du coup, il faisait jouer ses acteurs de manière plus rapide, quitte à ce que ce soit pas naturel. Plus rythmé, pas plus rapide. Parce que sinon, c'est pas bon. Ça, tout le problème. Est-ce que vous, c'est une considération que vous avez? C'est-à-dire, quand vous faites plusieurs prises, vous les faites à des vitesses différentes? Non, je ne me regarde pas jouer, je joue. Après, c'est au metteur en scène de dire ça me plaît pas, je refais. Moi, je suis le personnage. Donc, je n'ai pas du tout de regard sur moi en train de jouer. Jamais, 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 jamais. Ça, c'est de la mauvaise technique. Vous savez, c'est comme le mec qui dit je sais, tu me prends au combien là? Je suis au 40. Ça, c'est totalement bidon. C'est le type est mauvais qui fait ça. C'est phénoménal parce que vous dites que vous en fichez de votre image, mais j'ai un peu de mal à le croire. Si on est acteur, on fait quand même attention à la façon dont on nous regarde quand même.
Vous vous en foutez complètement de la façon dont les gens... Mais non, mais je suis un autre personnage. Je n'ai pas de problème avec l'image du personnage. Mais sinon, que se passe-t-il? Comment vous pensez qu'un type comme Fiennes joue le personnage de Liste de Schindler? Comment il fait? Oui. Comment vous pensez que dans Das Fall joue pour jouer Hitler, comment il fait? Sinon, vous ne jouez plus ces personnages-là parce qu'ils ne sont pas bien. C'est pas notre métier, quoi. On n'est pas là pour juger nos personnages. On est là pour les interpréter. Si tu les juges, fais un autre boulot. Et ça, vous avez toujours réussi, ça, ou vous l'avez appris avec le temps? Je l'ai appris avec le temps, mais c'est difficile. Évidemment, parfois on se retient, il y a de la pudeur, il y a des choses comme ça. Mais à ce moment-là, c'est là où le métier est compliqué. Est-ce qu'il y a des films, par exemple, que vous regrettez d'avoir fait? Non, il y a des mauvais films, mais je regrette jamais d'avoir fait des films. Ça vous apprend toujours quelque chose, vous rencontrez des gens, vous avez cru que... Il faut pas... Il y a des mauvais films, mais est-ce que vous avez déjà été mauvais? Certainement, il y a toujours des moments où on n'est pas forcément à l'aise, où on n'a pas bien dirigé, où on n'a pas le bon truc, bien sûr. Il faut toute une technique, il faut tout un travail, toute une expérience. Il faut beaucoup d'éléments pour arriver à le jouer correctement, pour arriver à le jouer tout simplement, et donc pour arriver à le transmettre. Et ça, c'est la satisfaction du travail bien fait. C'est ça que j'ai appris. Dans un métier que je ne connaissais pas, que je rêvais de faire, et qui est un miroir aux alouettes. C'est-à-dire que les gens pensent pouvoir le faire facilement, alors qu'en fait c'est très complexe. C'est un mélange d'instinct, de technique et de talent, et c'est totalement passionnant, mais on est un instrument. Cilla Shelton, qui a joué Tati Daniel, qui était notre prof, nous a toujours formés pour être des interprètes. On ne discute pas avec l'auteur, on l'interprète, on le joue, on le donne. Ça, c'est très passionnant. Je n'accepte les scénarios que quand je pense qu'ils sont très bien écrits. Parce qu'à ce moment-là, c'est très simple. Vous travaillez votre texte et le personnage va rentrer petit à petit en vous. Il faut du temps. Il faut le temps de 3, 4 semaines de travail tous les jours. Et petit à petit, il commence à vous posséder et le personnage prend possession de vous. Et après, évidemment, vous allez améliorer ça avec un costume, avec un maquillage, avec une moustache, avec un machin, un truc qui va vous amuser. C'est en plus, c'est très utile, une démarche, c'est très utile, tout ça va venir en plus. Mais ça va venir presque naturellement. Le travail de base, c'est le sens du personnage. Toute la problématique du jeu, c'est ça, fais-le. Moteur, vas-y. Ok. Il n'y a pas de déclaration d'intention. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Vous cherchez, vous, la déclaration d'intention. Je vais faire comme ci, comme ça. Généralement, à partir du moment où vous dites ça et que vous avez répété, vous faites l'inverse. Ou vous n'arrivez pas à le faire. C'est pour ça que je n'aime pas trop répéter, même devant la caméra. Je trouve que c'est tellement plus intéressant d'arriver et de ne pas savoir ce qui va se passer. J'ai vu que pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le premier jour de tournage, vous l'avez dit, en fait, vous ne vouliez pas rencontrer... Non. Les personnages des gendres dans le film. C'est tout à fait différent. Ce n'est pas la bonne histoire. Dites-moi. La bonne histoire, ce sont les gendres qui ont voulu me rencontrer, tous les acteurs, en disant on aimerait beaucoup dîner avec lui un soir avant de commencer le film. Donc Philippe de Chevron m'appelle en me disant ils aimeraient beaucoup te voir. Je dis il n'en est pas question. J'ai bien compris qu'ils avaient les jetons et qu'ils voulaient me rencontrer pour casser la glace. Et je dis on ne va pas avoir le bon là. Ce qui va être formidable, c'est de se retrouver. La Mehdi qui joue le film dans le retard, qui est extrêmement drôle. Donc il avait le trac. Et donc je me retrouve au maquillage avec lui, il est à côté de moi, je joue donc son beau-père, et on ne s'est pas rencontrés, on va jouer ensemble. Et il est mort de trac, et il se retourne vers moi et il me fait simplement, la seule chose qu'il arrive à me dire c'est « vous êtes très beau ». C'est tout ce qu'il me dit. Ouais. Bon. Et donc après on a discuté, on est devenu... Bien évidemment, on se rencontre toujours très profondément quand on joue ensemble, mais on a joué immédiatement juste, parce qu'ils m'ont vu comme le beau-père, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec une crainte, comme quand sa fiancée te dit bah, « tu vois, mes parents, mon père est charmant, un petit peu difficile, mais ça devrait bien se passer. » La porte s'ouvre, c'est De Niro dans Meet the Parents. C'est-à-dire que le mec arrive en faisant « vous êtes plutôt chat ou plutôt chien ?» Ah, nous on aime beaucoup les chats, nous on est très chiens ici. Bon, le mec s'est trompé, c'est absolument formidable. Là c'est parti fort. Et donc, il faut avoir... C'est un son, c'est s'accorder comme un orchestre symphonique dans lequel le premier violon accorde les autres. Et à ce moment-là, le type lance et il se passe quelque chose.
Sinon, il ne se passe rien. Vous pouvez voir les caméras, 22 personnes, vas-y, machin et tout est ennuyeux. Moi, je déteste le non-jeu. Je trouve qu'il faut faire disparaître le jeu en incarnant, mais il faut se mettre en situation de se jeter à l'eau. Qu'il se passe quelque chose, quoi. En termes de plaisir, pour vous, quand on joue au théâtre, j'imagine le plaisir, c'est la réaction du public. Oui. Mais moi, j'ai la réaction de l'équipe. Ouais. Puis comme je ne répète pas, ils ne savent pas ce qu'ils vont voir. Et donc votre plaisir, c'est de faire réagir l'équipe, quoi. Ben évidemment. Et j'ai donc des réactions qui sont très intéressantes et qui me guident. Et donc c'est la même chose. Sauf que le public est plus près, puisque la caméra est plus près. Ou loin d'ailleurs, ça c'est autre chose. Et vous êtes tombé sur des équipes qui ne réagissaient pas par fatigue, par je ne sais quoi. Oui, parfois des fatigues, mais dans l'ensemble, ils sont très attentifs, ils sont très bons, les équipes. Ils vous aident beaucoup, donc dans l'ensemble, c'est très intéressant. Ils sont là tous les jours, ils aiment ça, ils sont passionnés de cinéma, de faire des plans, des éclairés, de mettre des micros, que ça s'entende bien, que le son soit pur. Donc ce sont des gens qui ont une très haute technicité, et en même temps, il faut les surprendre avec ce que va être l'histoire et les personnages du film. Sinon, ils s'ennuient, vous imaginez ça? Ouais. 32 jours de tournage dans lequel... Quel ennui! Et j'ai vu que vous aviez un coach. Alors, je crois que c'est pas tout à fait nouveau, mais quand même, c'est un répétiteur, si vous voulez, ouais. Plus qu'un coach, parce qu'il ne m'indique pas comment jouer, mais il me donne la réplique quand j'apprends. J'ai lu aussi, alors dites-moi, hein, peut-être que je me trompe, en fait, quand vous arrivez sur le tournage, vous avez beaucoup bossé avant, vous connaissez votre texte, mais également le texte des autres acteurs. Et oui, puisqu'il me l'a donné. Donc je ne joue pas, j'incarne le personnage. C'est pour incarner le personnage que je fais ça. C'est pas pour jouer, il faut supprimer la notion de jeu. La caméra est magnifique puisqu'elle vient se mettre à l'intérieur de vous. C'est exactement la même chose que jouer au théâtre où il y a beaucoup d'énergie, mais on projette. Là, il n'y a pas besoin de projeter, la caméra vient vers vous. Sauf les sentiments, sauf à ce moment-là, vous le poussez. Mais il faut être le personnage. Il faut qu'à l'état d'écoute, le personnage soit là. C'est Rochefort qui m'avait dit, la première fois qu'il était dans un casting de pub, à l'époque on faisait de la pub pour arriver à vivre parce qu'on gagnait peu dans les cafés-théâtres. Il me fait faire un casting et moi je m'étais préparé, j'avais le texte, donc j'étais tout à fait nerveux. Et il me dit, après la première prise, il me dit, tu sais, ce qui est important à savoir, c'est que l'écoute est aussi importante que quand tu parles. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était les deux. C'est-à-dire que si vous m'écoutez et que vous ne clignez pas trop des yeux, ce que vous faites beaucoup en ce moment, vous allez prendre de la présence. Et c'est ça qui est intéressant. Alors moi, je ne suis pas acteur, je ne me rends pas compte forcément comment ça fonctionne. Bien sûr, non, bien sûr. Un acteur, il y a effectivement le plan quand la caméra est sur lui, et puis il y a le plan quand c'est le contre-champ, quand elle est sur l'autre. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que les acteurs sont toujours là? Les acteurs, enfin moi je suis toujours là, les acteurs ne sont pas toujours là, c'est une erreur, il faut toujours être là. Ouais. C'est Bernard Blier que je voyais qui était toujours là. Ce qui est fascinant, c'est votre durée. 50 ans de carrière, et en plus au top. Alors il y a eu des hauts, des bas, mais quand même, il y a eu différentes phases avec différents types d'humour, et pourtant j'ai l'impression que vous arriviez à chaque fois à être dedans, quoi. C'est une analyse qui vous parle ou pas du tout? Oui, parce que c'est ce que les gens disent. Donc je regarde, mais j'ai toujours tendance à regarder quel va être mon prochain film plutôt que de regarder tous ceux qui sont derrière. Donc le côté 50 ans de carrière, c'est très flatteur, donc je suis très honoré et très flatté, sincèrement, de ce que vous dites. Hein. Je ne méprise pas du tout, j'ai pas de condescendance, mais j'évite de regarder. Je suis comme ça, moi. C'est le prochain projet. Me mobilise beaucoup, et donc je vais éviter de faire l'analyse de moi-même. D'abord, je n'ai pas été éduqué comme ça. J'ai une pudeur tout à fait naturelle, très importante par rapport à ça. Je déteste les gens qui se répandent parce qu'ils ont eu un problème dans leur vie et qui vont à la télévision, c'est à vous expliquer à quel point. Ça me prend la tête à un point que vous n'imaginez pas. Je ne vais donc pas le faire. Quand je dis c'est à vous, c'est parce que c'est un clin d'œil, hein, c'est pour les emmerder. Mais sinon, j'aurais pu dire une autre émission. Il y en a plein, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. C'est-à-dire que c'est épouvantable. On m'a toute mon enfance chaussé avec des chaussures avec 2 pointures de moins. J'ai énormément souffert des pieds. Les acteurs qui se plaignent, quoi? Non, des acteurs qui veulent se faire aimer parce qu'ils ont souffert comme les autres. C'est totalement bidon. Nous avons un métier incroyablement passionnant, totalement incompréhensible pour le grand public, même si le grand public adore ce que nous faisons. Donc on est des privilégiés, on gagne très bien notre vie, on est protégé d'un certain nombre de choses, et les gens pensent qu'ils vont perdre le public s'ils ne vont pas expliquer qu'ils sont comme eux dans leurs difficultés. Ils font de la politique, au mauvais sens du terme.
Alors il y a une nouvelle dimension, c'est les réseaux sociaux maintenant. C'est ce qu'il y a de pire. Les acteurs, on les voit... c'est ce qu'il y a de pire. C'est donc il n'y a plus aucun mystère et plus rien. Et ils sont là, ils changent de femme, et ils changent de voiture, et ils changent de chien, et tout le monde doit le savoir au moment où ça se passe. Oui, mais alors, d'une certaine façon, vous êtes un privilégié, parce que pour les jeunes acteurs aujourd'hui, souvent on va leur demander combien ils ont de followers sur Insta. Oui, mais ça n'a aucune importance, parce qu'ils ont tous essayé, les producteurs, de prendre ceux qui avaient le plus grand nombre de followers, et en général, les films ont été des flops. Moi, j'avais une question sur la promotion des films. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé, justement, parce qu'il y a de plus en plus de canaux, il y a Brut, il y a YouTube, je l'ai vu d'ailleurs chez Loris Giuliano dans un taxi. Comment vous l'avez vécu c'est un peu une nouvelle façon de promouvoir les films. Oui, c'est une nouvelle façon de parler. Et je trouve ça pas mal, parce qu'en fait, si tu veux, tu vas directement au public. Donc, c'est toujours bienveillant sur ces chaînes-là, de cette manière-là, aujourd'hui, comme ça l'était auparavant, dans les émissions mainstream de la télévision. Aujourd'hui, comme ils luttent contre les réseaux sociaux et contre ces chaînes qui leur prennent énormément de parts de marché, ils sont très en porte-à-faux. Donc le rapport avec eux devient de plus en plus difficile, je trouve. Voilà. Vous dites les journalistes Oui, enfin les plateaux, quoi. Parce que Loris Giuliano, par exemple, c'était près de 4 millions de vues. Comment vous l'avez vécu? C'est assez marrant, la vidéo est assez réussie. Vous l'avez vécu comment en le faisant? Parce que c'est particulier quand même. Mais j'avais vu Niné et Adèle Exarchopoulos. Oui, ouais. J'avais trouvé ça marrant. Je m'étais dit, allons-y, il est très marrant et très intelligent. Ouais. Et là, on peut jouer avec lui. Et ça, vous le saviez avant d'arriver, parce que moi, quand j'avais vu, je savais pas ce que on allait faire, mais il ne dit rien, hein. Donc on est vraiment. Mais j'avais vu ces deux autres vidéos, pas en entier d'ailleurs, j'avais vu la moitié. Je m'étais dit bon voilà, c'est ça qui fait. Et puis il y a eu un bon feeling, et finalement, quand vous l'avez fait, vous avez pris du plaisir à le faire. Oui, j'ai failli le gifler 2-3 fois, mais bon. Vraiment. Un petit mot quand même sur le Astérix de Alain Chabat, oui. Parce que c'est devenu un film culte. Comment vous l'avez vécu, vous, ce tournage-là? C'était très talentueux. Alain est très talentueux, mais en plus, il était au top de sa créativité et de sa réalisation, et il s'est régalé à le faire, donc c'était tout à fait bien. C'était un film très long, avec beaucoup d'effets spéciaux, un énorme budget, donc c'était très long. On était, avec Gérard, on préparait déjà Napoléon, que Gérard produisait, donc on était occupés. Ouais. Dans la journée, parce qu'on passait des longues journées où on voyait passer des effets spéciaux, on avait une réplique à dire au fin fond du désert de Ouarzazate, donc on avait intérêt à être. Donc moi je faisais du cheval dans le désert pour me préparer à être à cheval, et on écrivait, on pensait au scénario, à des scènes, et puis à appeler des acteurs ou des actrices pour qu'ils jouent dans cette série internationale incroyable. Et en même temps on jouait Astérix et Obélix avec tout le monde, et c'était amusant, voilà. Jamel, Édouard Baird, tout ça, ils sont assez différents finalement de vous, j'ai le sentiment, ou peut-être que je me trompe. Comment le fait de jouer avec ces personnes-là, ça vous a... C'était sympa, quoi. C'était une nouvelle génération, tout à fait sympa, et d'où on était le support. Gérard et moi, nous étions le support pour que le film tienne, et qu'après, chacun fasse ce qu'il avait à faire autour. Jamel particulièrement, qui était très très bon, et qui était bon, Édouard aussi, mais enfin surtout Jamel. Ouais. Et il y avait aussi Dieudonné, qui était incroyablement bon à l'époque. C'est vrai. Comment vous dites que Jamel était bon, par exemple? En quoi il vous a surpris? En quoi vous le trouviez bon? Non, il avait une nature de comédie, il a la vis comica. Ça ne s'invente pas. On l'a ou on ne l'a pas. C'est le rythme? Non, c'est un don. D'accord. J'ai vu aussi qu'il y a eu un film que Gérard Jugnot a travaillé dessus pendant 8 mois, Astérix et Obélix en Hispanie, qui était censé succéder avec vous en tant qu'Astérix. Qui était formidable. Ben justement, qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas existé, parce que Uderzo, en fait, n'a pas aimé le film de Chabat, et donc, de ce que j'ai lu, hein, et donc n'a pas voulu finalement que ce film se fasse. Mais ça m'intéresse, c'est ce film qui n'a jamais eu lieu, racontez-moi. Ben, je ne sais pas de plus que vous, parce qu'on ne me tenait pas plus au courant de ça, mais j'ai regretté beaucoup parce que c'était très bon, voilà. Et puis après, moi, j'ai plus voulu en faire. À cause de ça? Pas que à cause de ça, mais en partie aussi, parce que je me suis dit, bon, bah, ça va, enfin, bon... Moi, ça m'a surpris, c'est-à-dire que j'ai lu que Gérard Jugnot dit, j'ai bossé 8 mois sur ce film. Comment on fait pour bosser 8 mois sur un film qui ne se fait pas? Ça arrive, hein. Il y a des tas de scénarios que moi j'ai écrits longtemps, puis ça ne s'est pas fait. Hein. Ah oui? Ça fait partie de ce métier, ça. La règle d'or, tu ne dois jamais dire que tu travailles pour le routard. Vraiment incroyable. Merci. Wow. Je ne dirai à personne que je travaille pour le routard. Le routard. Oh merde. Le routard. On va reparler un peu du routard de Philippe Mechelin, et notamment il y a une scène dans ce film en intelligence artificielle, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, on vous voit, vous, mais plus jeune, c'est de l'intelligence artificielle. Vous l'avez vu, cette scène, j'imagine? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, et qu'est-ce que vous pensez que ça ouvre comme perspective pour le cinéma, l'intelligence artificielle? C'est très amusant, parce que c'est de la magie.
Donc c'est très intéressant parce qu'on retrouve l'essence même du cinéma, c'est-à-dire que c'est la locomotive qui rentre dans la gare de Perpignan et le public qui fait « putain, on va se faire écraser ». Donc on retrouve quelque chose. Donc les perspectives, c'est ça. C'est que ça va nous permettre de re-raconter des histoires d'une autre manière, en amenant de la magie qui est le cinéma. Le fait de voir sur un écran des gens qu'on pense être vrais. Donc ça va être très intéressant. Comment ça se fait, c'est très amusant aussi. Mais bon. Comment ça se fait d'ailleurs? C'est une vraie question. Ah, ça, je préfère ne pas vous le dire, parce que sinon, on dévoile les côtés. Ça, c'est le côté, voilà, vous voulez tout savoir pour essayer de le faire vous-même, parce que vous pensez que c'est interactif. Non, c'est fait pour des professionnels. Est-ce qu'il n'y a pas des risques quand même? Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Est-ce que vous aimeriez? Les gens ont toujours peur. Les gens ont eu peur de la voiture. Ils ont peur qu'on aille sur la Lune. Ils ont peur de tout. Ils devraient avoir peur d'eux-mêmes. Est-ce que par exemple, si on vous clonait, ou clonez votre voix, et qu'on vous, après votre mort... Mais non, c'est une question de droit. Il faut simplement respecter la volonté soit des gens encore vivants, soit des ayants droit. Je crois que la grève qu'ont fait les Américains, très longue, et des scénaristes américains, pour regarder la propriété de leurs droits, c'est-à-dire écrire les 2 premiers épisodes d'une série, puis les 6 autres sont faits par l'intelligence artificielle, c'est normal qu'ils touchent sur les autres épisodes et qui donnent leur avis. Ouais. Bon, ben c'est la même chose. Donc c'est une question de laisser ou pas la permission. Mais sinon, pourquoi pas? C'est intéressant. Okay. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Dans le Routard, dans le film aussi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est donc votre personnage, en fait, revient de manière assez récurrente, il y a une sorte de running gag, alors je ne vais pas spoiler le film, mais j'ai trouvé qu'il y avait un esprit un peu assez TikTok. C'est-à-dire, je ne connais pas du tout TikTok, donc là, je suis un peu, je suis un petit peu en dehors, là. À partir du moment où c'est un esprit très TikTok, c'est chinois, TikTok. C'est chinois, ouais. L'idée, c'est des petites scénettes. C'est des scénettes assez courtes, où il faut être tout de suite, boum, il y a une petite histoire qui se termine assez vite, etc. Oui, mais c'est comme ça qu'il l'a écrit, Philippe, vous avez raison, c'est tout à fait bien. C'est un petit coup de téléphone pour savoir si le type fait bien son boulot, l'autre me ment, et moi je suis moi-même dans une situation intéressante, sinon c'est pas la peine de le filmer. Si c'est pour qu'il soit à son bureau et le filmer pour dire comment ça n'a pas d'intérêt. Donc il est dans le monde entier, notamment, moi c'est ça qui m'a décidé, c'est la possibilité d'aller chanter aux Champs-Élysées en japonais, à Tokyo, dans un karaoké, dans un bar karaoké, ça m'a plu. C'est quoi? C'est le fait de jouer dans une langue étrangère? C'est le fait de faire des bêtises, mon vieux. Voilà, c'est une bonne raison.